introduction. Alors cet extrait de texte est un texte qui fait appel au rite notamment funéraire, hein, comme on va le voir. Et alors ce texte également reprenait, et je vais aller chercher dans ma documentation, j'avais mis trois petits indices où on retrouve un objet qu'on appelle l'adzé, hein, qui est ici, qui en fait de son nom français est une herminette. Une herminette, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une hache, mais dont le tranchant n'est pas perpendiculaire au manche, mais parallèle. Il est représenté par le hiéroglyphe, notamment ici. Donc là, on a l'objet, on le revoit ici en dessous. Là, nous sommes dans la tombe de Toutankhamon, qui était ici. Et cette petite herminette servait à tailler le bois, notamment. On le voit ici. Hein, on voit un ouvrier en train de travailler avec. Et elle servait également d'un rituel très important, à savoir le rituel de l'ouverture de la bouche, puisque les Égyptiens considéraient que le souffle, la respiration était un élément essentiel de la survie et de la vie. Et donc, lorsque l'on fabriquait aussi bien une statue qu'un choix petit, qu'une représentation ou qu'une momie, il y avait un rituel qui consistait à venir poser l'herminette sur les lèvres, soit du défunt, soit de la statue, et d'activer magiquement, donc de lui ouvrir la bouche pour qu'elle puisse respirer pour l'éternité. Donc même les statues, par exemple, hein, avaient un rituel de l'ouverture de la bouche manifestement. Donc on est sur ce contexte-là, l'utilisation de cet objet dans un contexte rituel. Lorsque on va commencer à chercher un petit peu nos différents points de calage, ici je vais un peu changer un peu mon fusil d'épaule au lieu de faire systématiquement ligne par ligne. Moi, comme je dis, j'aime bien de peigner un texte avant de commencer à le traduire, c'est-à-dire de regarder un peu tous les hiéroglyphes et de voir s'il n'y a pas un thème qui se dégage. Ce thème, ça peut être souvent un thème très générique, comme par exemple ici le rouleau de papyrus, des choses de ce genre-là, mais souvent ce sont des hiéroglyphes un peu moins fréquents que ceux qu'on a l'habitude de voir, et il y en a un beau qui se dessine et qui est récurrent ici. Alors, on peut dire qu'il y a plusieurs choses. Hein. Par exemple, si on prend ici le trône d'Osiris, hein, qui était ici Wizir qui est là, on se dit qu'on est déjà en relation avec une divinité, donc on se dit qu'on n'est peut-être pas tellement sur un contexte narratif, mais plutôt un contexte divin, symbolique ou autre. Mais ce signe sur lequel vous n'aurez pas manqué de buter, de remarquer, ce sont la paire de cornes qui sont ici, qui se trouvent ici, qui se trouvent là-bas et que l'on va encore retrouver ici. Et cette paire de cornes, qui est un hiéroglyphe assez fréquent malgré tout, si on le regarde, on va le retrouver ici, on va le retrouver un peu plus loin, et on va encore le retrouver ici, et on voit que tout doucement notre texte se structure. Alors, il se structure ici avec trois phrases qui sont absolument récurrentes. Je ne sais pas si je suis dans le bon mode, on va ne pas hésiter. Donc ici, je vais pouvoir le couper comme ceci. Je vois apparaître également un autre groupe de signes qui est récurrent dans les différentes phrases, où j'aurai ici le R suivi d'un signe idiographique ou diacritique, peu importe l'appellation. Ce petit trait va nous indiquer qu'il faut prendre le hiéroglyphe non seulement dans peut-être sa valeur phonétique, mais surtout dans sa valeur pictographique, donc en l'occurrence une bouche, et on voit qu'à la suite de cela, on aura à chaque fois un N. Donc déjà, on peut supposer qu'on a affaire à une préposition. Si c'est un complément prépositionnel, je vois apparaître ici déjà une préposition qui serait similaire, à savoir le ir qui est ici. Et puis là, j'aurai autre chose et je vois apparaître un mot qui est un mot archaïque, qui est le mot qui pose parfois une petite astuce, c'est qu'on a le mot itef. Itef qui est le père, mais très souvent le F est muet, et on peut à ce moment-là considérer que l'on a affaire plutôt à un pronom personnel suffixe, troisième personne du singulier. Ici, nous avons un triple signe, un triplement du signe, donc il est probablement question des divinités qui sont ici. Si je reviens vers le début de la phrase, eh bien, je vois apparaître donc ici les cornes
dont je n'ai pas la classification de Gardiner notée ici en tête. J'aurais dû. C'est F13. Le F13? Oui. Voilà, ok, parfait, merci. Donc on a ici le F13 qui est ici, représenté 3 fois avec un déterminatif de croix. Ce déterminatif de croix, c'est le déterminatif des coupures. On va le retrouver notamment dans un verbe extrêmement maléfique quelque part, puisqu'il exprime le fait de traverser le Nil, mais de le traverser dans sa largeur. Autrement dit, cela signifie de couper un dieu en deux en le traversant. Donc cette notion de croix qui était ici, de coupure, est importante. Et effectivement, le verbe qui est ici, nous allons aller le chercher avec différentes graphies. On va ici remettre, on voit qu'on a ceci, qu'on a cela. Et donc on a effectivement le F32, me disiez-vous? 32, 33? Non. Pour les cornes? Pour les cornes, oui. 13, F13. Ouais, F13, oui, voilà. Donc ici le signe F13 qui se translittère oup. Oh, la jolie oupette. Alors, si l'on va voir forcément dans les dictionnaires et différents lexiques, pour autant que j'arrive à l'ouvrir, voilà, le voici. On aura, à partir de oup, eh bien, on aura tout d'abord effectivement les cornes, ça paraît logique, mais également tout ce qui est un peu similaire ou associé aux notions de sommet, de zénith, de crâne, bien entendu, du partie supérieure de la tête, c'est assez logique. Et puis, on aura le verbe ici, houpi, qui apparaît ici, et qui est celui qui nous intéressera, puisque c'est le verbe ouvrir, et avec toute une série de déclinaisons, séparer, diviser, partager, juger, départager. Vous voyez, c'est un verbe qui a beaucoup de sens, qui intervient dans pas mal d'expressions. Ouvrir sa bouche vers moi, hein, donc là on est sur une catachrèse. Donc c'est-à-dire une forme, c'est comme les expressions en français, on a être au pied du mur, par exemple, le maçon est au pied du mur, et bien ici on a la même chose, ouvrir sa bouche vers moi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'adresser à moi, qui va me parler, qui va m'adresser la parole, et on voit qu'ensuite, bon, il intervient dans des prépositions composées, etc., etc. Donc on a ici un verbe extrêmement fréquent, et c'est peut-être l'occasion de rejeter un petit coup d'œil sur la classification des verbes. Et oui, moi j'aime bien la grammaire, puisque l'on a, par contre je n'ai pas ouvert mon fichier, ici on voit que dans le dictionnaire, verbe 3-1. Hein, verbe 3-1. Donc autant replonger un moment dans la signification de cela. Vous me laissez le temps d'ouvrir. Hop, parce que je referme quelques barrières. Hop, voilà. Est-ce que c'est ici? Je pense que oui. On aura ici dans la classification des différents verbes qui étaient ici, voilà, donc vous voyez que dans la traduction, il y a le signe, le mot, le groupe de mots, la proposition, la phrase, et que tout cela est composé de différents éléments qui sont indiqués dans le tableau ici en vert, et si on va chercher les mots signifiants, ces mots signifiants que sont les verbes, on voit que nous avons 5 catégories, les verbes forts, les verbes faibles, les verbes géminés, les verbes irréguliers et les verbes causatifs. Alors, ces différents verbes, effectivement, il importe de pouvoir les identifier. Alors, est-ce que mon affaire va fonctionner? J'espère que oui. Hop, voilà, une de mes petites leçons. Donc, je passe ici. Donc, à retenir, première chose, que dans les phrases verbales, puisque nous avons un verbe, eh bien, c'est le verbe qui entame la phrase, qui est suivi du sujet, de l'objet, et puis d'éventuels compléments prépositionnels. Ça, c'est une règle de base et générale. Le verbe peut être accompagné de particules proclitiques et enclitiques. Je vais mettre ici un petit exemple, et c'est ce qui va permettre de faire varier les différentes phrases selon les particules qu'on va utiliser, mais ce n'est pas l'objet. Donc les verbes réguliers sont classés selon la constitution de cette racine, à savoir que l'on a 3 types de verbes réguliers et les verbes irréguliers, puis une catégorie tout à fait à part qui sont les verbes causatifs créés au départ des verbes réguliers. On aura les verbes forts qui sont ici, sont dits forts, les verbes dont la racine est terminée par une consonne différente de celle qui la précède et qui est toujours notée. Donc normalement, elle doit être écrite. On va
les translittéraires, on va les appeler, ceux-là, on les appellera selon le nombre de consonnes qui interviennent dans la racine consonantique. Ben, on aura 2, 3, 4, 4 ou 5 selon le nombre de consonnes qui interviennent. Et le lit, pour autant que je sache, ça venait de lourd en latin, donc litra, mais je ne suis pas tout à fait certain de mon fait. Donc là, une fois que peut-être que je creuse un peu en prenant la leçon ici, je me dis tiens, je n'ai jamais vérifié ce point-là d'origine. Et donc ici, voilà, nous avons les verbes forts, les verbes lourds, hein, si on peut le dire ainsi, avec par exemple 3 SGM, avec 3 consonnes, et ils sont dits lit dans ce cas-là. On aura à côté de ça des verbes réguliers dits faibles. Faibles, là par contre, je suis quasiment certainement fait, ça vient de l'origine du latin, faible latin infermare, qui est ici, et qui voilà, se construit de la même manière. C'est que la différence, c'est que ce sont des verbes qui sont terminés par une semi-consonne, i ou ou, omise la plupart du temps, enfin c'est une fois sur deux, c'est du 50-50 souvent, qui est très souvent omis dans l'écriture hiéroglyphique de la racine. Mais qui est déjà connu par d'autres exemples de formes verbales. Et on aura donc les verbes toujours pareils, 3, ou selon le nombre de consonnes. Et là, je me demande si je n'aurais pas dû mettre 4 AF, il faudrait que je revérifie. Mais voilà, donc on a 4 AF, 4 consonnes et le AF qui vient indiquer. On a ensuite les verbes réguliers géminés. Ces verbes réguliers géminés, bah, c'est tout simplement lesquels les deux consonnes qui terminent le verbe vont être doublées, tout simplement. Et donc on aura les verbes de j'aime ou de j'aime ici, dans le sens où on a MA, et puis ensuite on rajoute, on double la dernière racine. Les verbes irréguliers qu'il faut absolument connaître, parce que autant ils sont irréguliers, autant ils sont fréquents, qui sont au nombre de 5, avec ir, di, in, apporter, venir, ou encore l'autre venir, arriver, iou, qui est ici. Ces 5 verbes-là, le verbe ir, c'est quasiment l'équivalent du verbe faire en français, donc c'est vraiment le verbe fourre-tout par rapport à beaucoup de choses. Le verbe dit ou erdi est extrêmement fréquent, puisque c'est placer, mettre, arranger, organiser, on peut le traduire de cette manière. Les 3 autres, in est quand même aussi fréquent, donc sont à retenir. Et pour terminer, nous avons donc les verbes causatifs, ces verbes causatifs qui vont se construire au départ d'un verbe régulier et auquel on va mettre un préfixe, le préfixe S, et on aura à ce moment-là un verbe qui de faire l'action deviendra faire l'action. On a donc ainsi le verbe durer, mn, être stable, qui deviendra faire durer, faire vivre. On aura des faire apporter, faire naître, etc. Et on aura des verbes comme celui-ci, géminer, où on peut avoir des verbes causatifs. Donc en fait, on part d'un verbe régulier que l'on va préfixer d'un S et qui deviendront alors les verbes causatifs. Et l'élision grammaticale du sujet est un autre aspect.